Je suis proche, attendez. Trop proche. Trop intime. Wouh! Bon, alors, c'est on est là pour la vidéo club numéro 3 dans laquelle on va se maquiller avec la rotation make-up et parler de ce que j'ai regardé et ce que vous avez regardé dans cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, il n'y aura pas autant de choses qu'avant, j'ai l'impression, parce que j'ai passé beaucoup de temps à faire de l'administration, donc moins de production, aka je regarde moins, moins de choses. Et qu'est-ce que je voulais dire donc? Oui, je voulais juste commencer par dire que de 1, j'ai déjà primé et poudré mes yeux, parce que je veux toujours essayer. Ça avait bien fonctionné la dernière fois. Alors, si vous vous rappelez la dernière vidéo, celle de jeudi, j'avais poudré un œil et pas poudré l'autre œil et les deux yeux ont tenu toute la journée. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Mais là, j'ai poudré les deux, puis on verra bien. Et c'est ça. Donc, autre chose que je voulais préciser. Je me suis pas fait attaquer ni quoi aux caisses, mais juste un truc que j'avais oublié de dire la semaine dernière quand je parlais du documentaire You Are What You Eat, dans lequel il comparait la bouffe végane et la bouffe carnivore sur des jumeaux. Je disais que je trouvais ça un peu moralisateur et que j'aimais pas qu'on me dise quoi faire et tout ça. Je n'ai rien contre je n'ai rien contre les véganes. D'ailleurs, j'applaudis comment dire, l'engagement à ne pas manger de viande. Je trouve que c'est génial. Je sais pas si j'arriverai. Je comprends la cause. Je sais pas si j'arriverai à tenir, genre. Même si je mange pas de viande très souvent, je pense pas que je pourrais me dire genre plus jamais je mange de viande. Mais chacun fait ce qu'il veut, hein, c'est comme ça ici. Et non, je n'ai rien contre les véganes. J'aime juste pas. J'aime juste pas me faire dire que à cause de moi la planète souffre, tu vois. Je le sais déjà. D'une façon ou d'une autre. Et mais personne me l'a dit, hein. C'est juste, enfin personne parmi vous. J'ai déjà eu des amis véganes et c'était très dur à vivre. J'avais l'impression qu'à chaque fois que je parlais avec eux, j'étais dans une campagne. Donc pas la campagne, mais une campagne de genre. Ils essayent de me faire passer de l'autre côté. J'ai pas demandé. Je sais quelles sont les conséquences. Hein. Donc voilà. Donc je n'ai pas de bif contre les contre les véganes ou les végétariens hein, d'ailleurs. Et j'espère que j'ai pas été maladroite. Je ne pense pas d'après ce que vous m'avez dit. Après c'est ça. Donc je continue ce que j'ai vu à la télé, enfin à la télé, Netflix ou Prime ou Disney+, c'est mes les trois plateformes auxquelles je suis abonnée. C'est déjà beaucoup. Des fois j'ai l'impression qu'il manque. Mais j'ai pas assez de temps après pour tout faire. Donc 3 c'est déjà énorme. D'autant plus qu'il y a maintenant plein de trucs sur YouTube et tout. Mais continue. J'ai regardé le documentaire qui s'appelle Captain of the Worlds sur Netflix donc et alors ça parle de foot ou soccer si vous êtes au Canada et aux États-Unis et ce documentaire est filmé d'une façon j'ai trop aimé. J'en ai parlé à mes parents. Eux ils sont pas comment dire, ils n'arrivent pas à regarder très longtemps la télé. L'attention
et la fatigue prennent le dessus. Et du coup ils ont binge-watché en une après-midi quasiment tous les épisodes. Je pense qu'il y a comme 8 épisodes, 8 ou 10 je sais plus, dans lesquels ils font des interviews avec tous les capitaines de la dernière Coupe du Monde. Alors on dira ce qu'on voudra de la dernière Coupe du Monde, le sujet c'est pas ça, même s'ils en parlent dans la vidéo, puisqu'on peut pas ignorer le truc, mais le sujet c'est comment ils ont vécu la dernière Coupe du Monde, d'où ils viennent, quelles sont leurs aspirations, leur bif avec les coachs, avec les fans, avec les journalistes, qu'est-ce qui s'est vraiment passé, c'était quoi les coulisses. C'est très bien filmé. Netflix, ils ont vraiment fait j'ai l'impression que c'était une super production, c'était incroyable. Il y avait des plans genre de jeu, il y avait des plans dans les vestiaires, ils étaient habillés, ok. Il y avait des plans chez eux, chez chacun des capitaines. Et ça m'a fait aussi revivre le moment. Et si vous n'avez pas vu, ça fait revivre le moment genre de façon très condensée du début de la compétition jusqu'à la fin de la compétition. Et franchement, j'ai adoré. C'était extrêmement bien fait. J'ai dévoré. Vraiment j'ai dévoré, j'ai eu des émotions, j'ai même pleuré un peu parce que vous vous rappelez quand le capitaine de la Danemark, pas le capitaine de la Danemark, Eriksen de l'équipe de Danemark a eu une crise cardiaque sur le terrain, c'était une crise cardiaque ou un problème. J'ai revécu le moment, je me rappelle, je l'avais vu en direct et j'étais là, j'ai eu les mêmes émotions, pour moi c'était choquant, j'avais jamais vu ça de ma vie. Voilà, donc il y avait ça. Ce documentaire est vraiment très bien fichu. Voilà, juste vous dire ça. Et c'est pas juste sur des problématiques de foot, c'est sur des problématiques perso, politico, socio-culturelles, vraiment. Je pense que même si on n'aime pas le foot, on peut apprécier ce documentaire. Donc, je vous le recommande. Ensuite, vous vous rappelez, je vous avais parlé de ma passion pour les séries dans lesquelles il y a des drames familiaux, famille riche et tout. J'en ai trouvé un autre sur Disney+. En fait, Disney, enfin peu importe les plateformes, surtout Disney+, en fait, ils te recommandent par rapport à ce que tu as déjà vu. Donc je suis dans un tourbillon de problèmes de famille là. Et là ça s'appelle Blood and Oil. C'est produit par Don Johnson. On se rappelle de Miami Vice, 2 flics à Miami. Et je vous mens pas, j'ai regardé à cause du casting parce qu'il y a aussi Chase Crawford qui joue dedans. Et je me suis dit, bah ça veut dire que ça peut être bien. Alors c'est l'histoire d'un couple, donc Chase Crawford et sa meuf, qui arrivent dans un village, dans une ville, pour trouver une exploitation de pétrole. Et versus, dans ce village, il y a Don Johnson avec sa famille qui sont déjà les rois du pétrole. Et il y a une espèce de rivalité et après ça amitié et après ça coup fourré et on voit où ça mène. Donc il y avait je pense 1 ou 2 saisons, je ne sais plus. Une saison je crois. Je sais pas s'ils vont donner suite. C'était pas mal. Est-ce que genre s'il y a une suite je vais regarder tout de suite? Non, je pense que je pourrais vivre sans, mais je trouvais que le sujet était vraiment intéressant. L'exploitation du pétrole, c'est pas un sujet qu'on voit partout dans les séries. Donc je me suis dit, pourquoi pas, on va apprendre des trucs. C'était divertissant, voilà. Ensuite, alors, quelqu'un m'avait parlé, plusieurs personnes m'ont parlé de Berlin, qui est comme un spin-off de Casa de Papel. Donc Berlin c'était un des personnages de Casa de Papel. Un des personnages que j'aimais le moins de Casa de Papel, je dois vous dire. Je le trouvais très arrogant.
Mais parfois il y a des personnages qu'on aime détester, ok? Et Berlin en fait partie. Et donc ça raconte, c'est exactement la même. Si vous avez aimé Casa de Papel, vous allez peut-être aimer Berlin. Nous, on a failli lâcher au deuxième épisode. Parce que c'était trop une copie conforme. Genre, ils voulaient vraiment faire la même recette. C'est un casse qu'il organise avec une équipe. Donc, chaque membre de l'équipe ressemble un petit peu à l'équipe de Casa de Papel. Surtout la fille qui s'appelle... comment ça s'appelle? J'ai oublié son nom. Cameron. Elle ressemble vraiment à... C'est genre, si Tokyo et Nairobi avaient eu un enfant, ça aurait été elle, tu vois. Et pour le coup, on trouvait que c'était pas super original, c'était lent et qu'il y avait beaucoup trop de d'histoires personnelles. Parce que nous, on voulait voir un casse, on voulait voir genre comment ils allaient réaliser le coup du siècle. Mais il y avait tellement d'histoires autour qui prenaient le dessus qui était genre inintéressante. La fille qui joue Camille, s'il vous plaît, c'est insupportable. Que du coup on commençait à lâcher prise. On dit bon, on va y aller, mais on va voir, hein. On a donné genre un dernier coup de pouce, mais une fois que t'es parti, ben tu veux savoir la fin, tu vois, sachant que bon. Et je m'en suis foutue partout. Et je dirais que genre si tu dois comparer ça à Casa de Papel, c'est une pâle copie. Si tu n'as jamais vu Casa de Papel et que tu commences avec ça, peut-être ça peut être bien. Mais nous personnellement on a été comme bah, j'ai l'impression qu'ils vont faire une deuxième saison et je sais pas si on va se ruer pour regarder la deuxième saison. Mais franchement on était un peu déçus. Et aussi on se demandait, genre le truc il se passe à Paris, ok? Et j'ai l'impression qu'ils n'ont pas trouvé d'acteurs, pas beaucoup d'acteurs, pour jouer des Français à Paris. Mais ils parlaient français. Beaucoup genre d'acteurs de second rôle, tu vois, même pas second rôle, genre une serveuse, un gars de la sécurité ou quoi. Ils essayaient de parler français pour faire genre ils étaient à Paris, tu vois. Et on comprenait rien. Et là on s'est dit, il n'y avait pas assez de gens, ils pouvaient pas engager quelqu'un en France même pour jouer des Français. Je comprenais pas. En fait, ça cassait le rythme parce que tu dis, mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Est-ce qu'il est supposé être espagnol ou est-ce qu'il est supposé être français? C'est quoi le... Alors, je parle de cette problématique parce que c'était France-Espagne. Ça aurait pu être genre États-Unis-France et ça aurait été la même affaire. Hein. On comprenait pas pourquoi ce choix. Pourquoi la fille qui s'appelle Camille va chanter dans un cabaret en français et on comprend pas un mot de ce qu'elle dit. Et comme de par hasard, tous les membres de tout le casting qui est supposé parler français, être français, ont un background, une famille espagnole quelque part, tu vois, genre Camille, sa mère elle est espagnole, son mari, lui il parlait très bien anglais, français, espagnol, son mari, il a de la famille au Mexique, genre des trucs super bidons, t'es comme mais non quoi, Mathieu me dit, je savais pas qu'il y avait autant de Mexicains en France. Je dis bah je sais pas, moi j'apprends avec toi. Tu sais dans un concentré tu vois, de genre. Bref c'est un petit peu comme... on a trouvé qu'il y avait pas d'effort de ce côté-là. On dirait qu'ils ont comme fait... ils vont rien voir, c'est pas grave, tu vois. Alors qu'on a vu, hein, on n'est pas fou. Oui, alors je rappelle qu'on essaye de regarder tout en version originale. Sauf les trucs genre... de langue qu'on connaît pas du tout. Des fois on met des sous-titres, mais en général espagnol... Espagnol, je mets des sous-titres. Mais espagnol d'Espagne, j'ai pas vraiment besoin, mais Mathieu lui il comprendra pas.
Mais tout ce qui est anglais, américain, irlandais, écossais, australien, tous les accents anglais, on n'a pas besoin de sous-titres. Jusqu'à là, ça va. Et là, Mathieu me dit... bon, attention, il y a un mini spoil. Ça change rien vraiment à l'histoire, mais c'est juste qu'il y a des personnages de Casa de Papel qui arrivent. Et Mathieu me dit, ça aurait été tellement mieux le spin-off sur ces personnages-là. Alors si vous ne voulez pas écouter, fermez les oreilles, je vais vous dire quand, ok? Il y a la commissaire et Lisboa qui arrivent. Parce qu'elles étaient collègues avant d'être plus collègues en Casa de Papel. Et Mathieu me dit, ça aurait été tellement mieux si ça avait été leur spin-off à elles, genre leur série à elles versus tous les autres personnages de Casa de Papel, tu vois. Mais ça aurait été tellement une bonne idée. Genre comment elles ont fait pour genre essayer de les attraper et tout ça, tu sais. Ça aurait été tellement plus fun. Mais bon, c'est pas nous qui sommes Netflix, hein, donc c'était une idée comme ça, au pif. Donc ça, Berlin, franchement je suis un peu déçue. Mais vous me direz ce que vous en avez pensé, parce que je sais que vous avez regardé, que pas mal d'entre vous avez regardé. Déjà Casa de Papel, c'était pas supposé être aussi long, hein. Ils ont fait traîner le truc parce qu'il y a eu un succès... Je comprends pas comment les succès se forment comme ça là. Inexpliqué. C'est une belle histoire, hein, mais... Bah, c'est un bon concept, mais un concept de casse, on a déjà vu ça quelque part. Mais... J'arrive pas à mettre le doigt sur comment ça part une série qui devient virale comme ça. C'est quoi la recette? Ça m'intrigue. Voilà. Donc c'est ça. Donc on va mettre un... Allez. Combien sur 10? 7 sur 10? 7 sur 10 pour Berlin. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre? On a regardé, il y a un nouveau documentaire de secte sur Disney+. Ça s'appelle Daughters of a Cult. Et c'est des filles qui faisaient partie d'un culte mormon extrémiste qui assassinait des gens et tout ça. Et qui s'en sont sortis et qui racontent en fait leur histoire et tout. Et je connaissais pas du tout cette histoire. Moi je pensais que je connaissais pas mal de trucs de secte, mais à chaque fois ils m'en sortaient un truc nouveau. C'était passionnant. Vraiment. Alors c'était passionnant, mais vous le savez, moi j'ai beaucoup de mal à retenir les gens et les noms et tout ça. Et avec des trucs de mormons, écoutez, mal barré quoi. Puisque là ils étaient polygames. Et genre le personnage, pas le personnage, c'est même pas un personnage, le monsieur, il avait combien de femmes? 13 femmes et 58 enfants genre. Et à chaque fois que les enfants parlaient des autres, ils donnaient des noms et tout, je me disais mais qui a fait quoi et tout ça, et j'étais perdue. Mais perdue. Ça c'est l'enfant de qui ça déjà? Il fait quoi déjà celui-là? Et c'était dur. Mais c'était bien filmé. Ils ont fait des espèces de petites reconstitutions des faits et tout ça. Et c'était cool. Parce que sinon juste entendre parler les gens c'est des fois un petit peu lourd. Mais franchement très sympa. C'est combien d'épisodes? Enfin je dis très sympa. C'est pas sympa les cultes mais... Bon, ça me fascine. Ça me fascine les gens qui tombent dans les sectes et qui savent pas qu'ils sont dans les sectes. Vous vous rappelez quand j'étais allée au Mexique et que je vous avais dit qu'il y avait une secte qui était venue en retraite
dans l'hôtel où j'étais. Puis beaucoup de gens, enfin moi je faisais des... tout ressemble à une secte dans cette histoire. Et j'avais fait une story time. À chaque fois que j'utilise ce fond de teint, on fout partout. Ce eyeliner. Je vous en avais parlé dans une story time l'année dernière. Je vous avais raconté genre en détail ce qu'on voyait et tout ça. Genre ils avaient des t-shirts, ils avaient des amulettes. Ils avaient vraiment des comportements prédateurs. Genre ils allaient voir les gens, faisaient du recrutement et tout. C'était tout comme dans Netflix, tu vois. Et on voyait pas c'était quoi le nom du gourou sur leur truc. Et je voulais pas trop m'approcher genre de leur t-shirt parce que c'était écrit dessus. Mais je voulais pas trop m'approcher et faire genre la fouineuse. Une fois on était dans l'ascenseur, puis ma mère elle commence à parler à un des membres de, entre guillemets, la retraite. Et elle lui dit ah, il est beau votre pendentif et tout, puis monsieur il l'a caché, genre il voulait pas parler. C'était comme ok. Et là quand j'en avais parlé dans la vidéo, tout le monde me dit ah mais non c'est Joe Dispenza, c'est un mec genre super inspirant et tout. Il y a même Michelle Phan, elle le suit, blablabla. Michelle Phan étant une des plus grandes youtubeuses du début. Vous vous rappelez Michelle Phan? Et beaucoup de gens m'avaient dit ça dans les commentaires et tout. Ma meilleure amie m'a dit ah c'était c'est le gourou de ma coach de sport ou de je sais pas trop quoi. J'étais comme ok. Et là, hein, je sais même pas si je vous ai déjà raconté, si je vous l'ai déjà dit, mais c'était mon intention. J'ai vu il y a pas longtemps une vidéo sur YouTube qui s'intitulait Comment Michelle Phan est tombée dans une secte. Et là je dis, ça se trouve c'est ça. Ça se trouve c'est ça la secte qu'on avait vue. Et quand j'ai regardé le documentaire, c'était exactement ça. Donc j'avais raison, c'était une secte. Voilà. Déjà tu vois le background du mec, tu te dis, il y a baleine sous gravillon. C'est pas normal. Le mec, il a exactement l'histoire d'un gourou. Genre il a eu un accident, il pouvait pas marcher, puis par la force de l'univers, il a réussi. Là, je te dis, hey, chacun croit ce qu'il veut. Moi je suis très sceptique pour ce genre de choses, donc ça ne marche pas avec moi. Je suis peut-être un peu trop sceptique. Peut-être je suis comme tout le monde. Est-ce que c'est vrai ce que tu me racontes ou pas? Mais bon, tout ça pour dire, le documentaire sur Disney Plus était sympa. Et si les trucs de secte vous intéressent, il y a aussi sur Netflix qui va bientôt arriver le 7 février un documentaire sur Raël, enfin. Je me suis dit, il manque que lui. Peut-être les gens ils le prennent pas assez au sérieux. Vous vous rappelez de Raël? Et les Elohim, lui il fallait construire... Parce que ça se passait ici ça, hein, à Montréal. Il fallait construire un vaisseau spatial parce que les Elohim allaient venir le chercher là. Rappelons-nous. J'ai hâte de voir le documentaire, on va bien rigoler. Donc il y a ça. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Oui, j'ai finalement fini Alphonse. Et je suis dégoûtée que ça finisse pas, en fait. Alphonse étant une série que j'ai vue sur Prime et dans laquelle jouent Jean Dujardin et Charlotte Gainsbourg, Nicole Garcia et d'autres très bons acteurs. Comment dire, je recommence si vous ne l'avez pas vu, si j'en avais pas parlé la première fois. C'est l'histoire de Alphonse qui est comme un loser. Alphonse et Jean Dujardin qui est comme un loser. Et il s'entend pas avec son père, mais son père un jour a une crise cardiaque et il apprend que son père est pute. Et son père lui demande de le remplacer. Et Alphonse fonce, prend courage, devient moins loser. Il a trouvé sa destinée.
Mais parallèlement, il y a des histoires de fric, de magouille, de vol, qui rentrent dedans. Donc c'est ça. C'était pas mal comme style d'histoire. J'avais jamais vu un truc de ce genre. Jusqu'au dernier épisode où j'ai été un peu choquée, je dois vous dire. Si vous avez vu la série, je vous spoile pas parce que ça choque. Mais voilà. C'était pas mal. Est-ce que j'ai envie de regarder une saison 2? Non. Je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas envie de savoir. En fait, le side story de ce qui se passe avec l'argent et tout ça, ça ne m'intéresse pas. Moi, je veux juste savoir l'évolution du personnage. Je trouvais que c'était vraiment comme une bonne... C'était bien amené, genre... Comment de loser tu deviens un mec plein de confiance en te prostituant. Genre comme quoi, genre tu trouves ta voix avec n'importe quel... Tu peux trouver ta voix avec... de n'importe quelle façon en fait, c'est ça que je veux dire. Et c'est ça qui m'intéressait le plus dans cette histoire-là. Je trouve que c'était bien exploité. Mais le reste, non, pas vraiment. J'étais comme... On n'en avait pas besoin. Et aussi, ce qui était cool, c'est qu'il y avait aussi... il n'était pas juste prostitué, mais pour des femmes très matures. Genre 60 ans et plus. Et je trouvais ça rafraîchissant de voir que... de voir un peu plus de sexualité de différents âges. Différentes... comment dire, différents physiques, différentes envies. Je trouvais ça... Je sais pas, je trouvais que ça faisait... Moi j'aime bien quand il y a des trucs différents qui se passent. Et là pour le coup, bah, j'étais servie. Donc ce côté-là, ça m'a fait... Donc, disons, ça m'a fait un peu du bien. Je me dis qu'il y a aussi... Il y a de la place pour tout le monde. Et non, ça ne choque pas. Par contre, je trouvais que c'était beau à voir et... C'était vraiment rafraîchissant, voilà. Alors on n'a pas l'habitude, au début ça peut faire bizarre, nous dire oh, les vieux ils ont encore la sexualité. Mais oui, on devient différent. Après moi je pense pas que tout le monde a la même sexualité au même âge, mais tout évolue. Et c'est pas parce que tu passes 60 ans que t'arrêtes quoi. Et ça c'est cool. Donc voilà. Ça c'était le rafraîchissant de cette série. Et ensuite, ok, les deux derniers trucs, ce sont des téléréalités, des jeux téléréalités, non, un jeu télévisé et une téléréalité. Si vous avez aimé Love is Blind, Love is Blind Suède est arrivé. Et là pour le coup, ben non, on comprend aucun mot. Hein. À part hey, parce que c'est écrit partout chez Ikea, et Skål, parce qu'on a regardé Viking. Le reste, on comprend rien, donc on y va avec les sous-titres. Et avec Mathieu, on est férus de Love is Blind. Et on a vu on a vu ceux de Brésil, on a vu ceux de Suède. Bah là on est en train de regarder Suède et on a regardé ceux des États-Unis. Si vous étiez fan de ceux des États-Unis, la prochaine saison arrive le 14 février. On est au taquet avec Mathieu, on est très content. On se prend vite au jeu, d'accord. L'idée de cette télé-réalité, si vous n'avez jamais vu, c'est des gens qui ne se sont jamais vus, qui se parlent à travers une pièce. Et quand ils trouvent une connexion avec une des personnes avec qui ils parlent, c'est genre comme un speed dating, mais genre pas speed, mais à l'aveugle, blind. Et à la fin du speed dating, ils doivent savoir s'ils ont fait une connexion avec quelqu'un et la demander en mariage. C'est pas obligatoire, mais ils le font à l'aveugle, donc ils voient pas la personne
jusqu'au moment où ils demandent au mariage. Et après la réponse, si la personne a dit oui, ils se rencontrent. Et c'est là qu'ils se voient pour la première fois. Et c'est très intéressant. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de voir comment les gens ils sont dans chaque pays. Parce que dans chaque pays qu'on a vu, il y a aussi le Japon, mais j'ai eu du mal à accrocher parce que c'était vraiment très lent, très doux, très... ça allait pas... Pour moi, le pace, c'était pas bon, ok? Et c'est de voir... D'ailleurs, c'est dans toutes les réalités comme ça, mais c'est de voir à quel point... d'un pays à l'autre, les gens ne se traitent pas de la même façon. Par exemple, on a remarqué que en Suède, les hommes étaient, en général, hein, je parle de ce qu'on a vu, les hommes étaient très respectueux de la femme, très genre, comment dire, plus réservés. Au Mexique, pas au Mexique, mais au Brésil, ils sont très orientés famille. Genre la famille, si elle te dit qu'elle n'est pas d'accord, un truc comme ça, ça a beaucoup plus d'impact que par exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, c'est un free for all. Il y a beaucoup de j'ai vu beaucoup de red flags partout. Des manipulateurs, des gens qui n'ont aucun scrupule, vraiment méchants. La méchanceté, moi j'ai remarqué, hein, mais vous me direz si vous l'avez vu, et j'ai hâte de savoir parce que je sais qu'on est pas mal dedans. La méchanceté, c'était beaucoup aux États-Unis. Les gens qui ont une double face, les gens qui sont là pour juste le fame du moment pour avoir des contrats par la suite et tout ça, on les voit direct. Dans les autres pays, non, pas tant que ça. Mais les États-Unis, ils sont vile. Je sais pas comment on dit en français. Venimeux, je sais pas. Et il s'est passé des choses dans la saison, des trucs horribles. Mais bref, autant les hommes que les femmes. Hein. Je dirais qu'il y en a pas un qui rattrape l'autre. Je vous laisse sur ce début de... Parce que nous, on n'a pas regardé la suite encore. Le moment où je filme ça, on est vendredi. Donc la suite, c'est aujourd'hui. Tous les épisodes n'arrivent pas d'un coup. Et ça me fait chier. Ils nous font traîner le suspense pendant je sais pas combien de temps. C'est insupportable. Ils nous tiennent sur le bout de notre chaise. Mais bon, bref, c'est le fun. Après, moi, je suis pas du style à aller... Alors, ce que j'aime beaucoup faire, c'est regarder les reels. Parce qu'après ça, à un moment donné, les reels au sujet de ce que tu regardes, genre quand je regardais Sunset Boulevard, non, Selling Sunset, t'as que des reels à ce sujet. Et il y a des conspirations, et il y a des machins, et tout. Puis, et du coup, avec Mathieu, on en parle. Croyez pas qu'on a zéro vie, ok? C'est juste que c'est notre plaisir coupable. Puis aussi, on n'a pas de vie, donc c'est pas grave. Ouais, c'est le fun à regarder, on rigole bien. Puis, à chaque fois, j'essaie de dire à Mathieu, comme, lui, je le sens pas. Lui, il est comme ci, elle est comme ça. C'est pour faire, c'est pour pratiquer mon, vous savez, mon don de connaître la personnalité des gens là, vous savez. Ça m'a fait une marque. J'aurais jamais dû utiliser le pinceau, je pense. Ouais, donc ça c'était une chose. Et donc on attend la suite. Pour le moment, nous ne savons pas ce qui se passe. Mais je sais pas, je trouve que Sweden, ils sont cool. Je les trouve pas trop pushy pour le moment. Genre pas trop envahissants ni mauvais. Pour le moment, ils ont l'air sympas. Après ça dégringole rapidement, j'ai envie de dire.
Mais bon. Ensuite, il y a un autre jeu télévisé style télé-réalité, mais c'est pas une télé-réalité en tant que telle. Je sais pas. Ça s'appelle Trust et c'est un double entendre. Parce que c'est un jeu de confiance et Trust c'est aussi une somme d'argent. Alors, je vous explique le principe du jeu. Le principe du jeu, c'est il y a 250 000 $, 11 participants. Et si tout le monde est d'accord, ils partagent les 250 000 $ avec les 11 participants. Mais s'ils sont pas d'accord et qu'ils veulent virer des gens, ça fait de l'argent en plus pour moins de gens. Vous voyez ce que je veux dire? Ils partagent de moins en moins. Et tout le monde part avec le truc genre non, moi je vais partager avec tout le monde jusqu'à ce que... Après ça c'est je vais le partager jusqu'à ce que quelqu'un me fasse une crosse. Et là tout le monde commence à faire des conspirations les uns après envers les autres et tu vois beaucoup de personnalités différentes. Ils ont pris un panel de gens, genre une dame de... Elle avait quel âge la plus vieille? 70 ans, une fille, un garçon de 23 ans, puis tout ce qu'il y a au milieu. Et tu vois comment les gens se divisent par sexe et par race automatiquement. C'était... J'ai pas... J'ai trouvé ça étonnant que tout seul ça se soit fait. Et comment les gens ils se roulent les uns les autres. Oh, Mathieu, moi on est choqués, on est là. Oh, est-ce que... Puis là tu sais, des fois tu regardes des trucs comme ça, tu poses des questions, genre tu dis toi t'aurais partagé l'argent ou pas? Bon, on est venu à la conclusion qu'on est team player jusqu'à ce qu'on vienne nous faire chier, tu vois. Donc tout ce que tout le monde a dit depuis le début, on n'est pas mieux que les autres. Mais bon, on va pas faire des conspirations. C'est trop fatigant de faire des conspirations parce que dès que ça te tourne contre toi, tu deviens la cible. Il faut jouer profil bas, c'est ça le truc. Et donc c'est ça, on est arrivé à la fin. Il nous reste un épisode ce soir, puis le prochain épisode ça va être le 24. Si vous aimez voir, moi c'est les interactions sociales que j'aime bien voir. Après je sais que c'est édité, hein, donc je suis pas folle. Je sais que c'est édité et que bon... J'ai oublié de mettre ça. Mais c'est le fun. Laissez-nous reposer notre cerveau. C'est ça. C'est ça que j'ai regardé. Et j'ai bien hâte de savoir ce que vous avez regardé. Et ce que vous en avez pensé. Qu'on a regardé des choses pareilles. C'est horrible. Mais il faut que je fasse pareil de l'autre côté. Voilà, bon, le soleil, tout ça, ça s'ajuste pas. Mais ce look est terminé. J'ai fait un combo. J'ai mélangé ça et ça. Et je pense que ça va remplacer... ça. C'est horrible sur moi, c'est pas beau. Donc je pense que dans mon project plan annuel, je vais mettre ça. Et comme ça, ça et ça peut aller ensemble. Et ça peut se porter tout seul. Donc... voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai très hâte de vous lire et je vous retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup d'être resté avec moi. Bye!